déclaration de ce témoin et l'empêcherait de l'évaluer dans le contexte et par rapport à toutes les autres dépositions et tous les autres éléments de preuve qui vont être entendus par la Chambre de première instance pendant la présentation des moyens à charge. Et cela, potentiellement, pourrait avoir une incidence négative sur le devoir de la Chambre de première instance qui consiste à établir la vérité. Et j'aimerais faire référence à votre propre décision, à la décision de la Chambre de première instance en matière de présentation et d'admission d'éléments de preuve. Dépôt d'écriture 405. La Chambre de première instance a décidé de surseoir jusqu'à la fin de la présentation des moyens à charge et à décharge les décisions en matière d'admissibilité. La défense n'a pas démontré pourquoi il faudrait qu'une exception à cette règle soit considérée ici. Rendre une décision eu égard à l'admissibilité de cette décision n'est ni nécessaire ni approprié afin de préserver l'équité et la célérité de la procédure. Référence est faite au paragraphe 17 de votre décision qui fait l'objet du dépôt d'écriture 405. La requête de la défense se fonde sur deux arguments qui sont très généraux. Premièrement, le témoin a fourni une déposition et des éléments de preuve qui sont son opinion qui n'est pas autorisée et ce au sujet de questions fondamentales de droit et de fait, et cela est décrit au paragraphe 7 de la requête. Deuxièmement, et deuxième argument très global, le témoin et Human Rights Watch, l'ONG pour laquelle il travaille, a fait preuve d'une partialité évidente à l'encontre de l'accusé M. Blégoudet. Il est également indiqué que cela jette un doute, et je le mets entre guillemets, sur la valeur probante de la déposition prévue. Cela fait l'objet du paragraphe 8 de la requête. J'aimerais maintenant, aussi brièvement que faire se peut, aborder ces deux arguments et je vais faire référence au paragraphe de la requête, aussi brièvement que je le puis. Pour ce qui est du premier argument, à savoir des questions fondamentales de fait et de droit, ce que nous pensons à ce sujet, c'est que, premièrement, des questions ne vont pas être posées au témoin au sujet de tout ce qui figure dans sa déclaration. Deuxièmement, il ne sera pas demandé au témoin de fournir son opinion sur des questions fondamentales de fait ou de droit. Et plus précisément, il ne va pas être demandé au témoin. Il m'a été demandé de ralentir, donc je suis extrêmement reconnaissante. Je disais donc que plus précisément, il ne lui sera pas demandé de fournir une opinion pour ce qui est de savoir si les éléments contextuels des crimes contre l'humanité sont satisfaits, s'il y a eu persécution ethnique ou politique pendant la crise post-électorale. On ne lui demandera pas non plus son opinion au sujet de la responsabilité pénale individuelle des accusés. Le juge président, et si cette question lui était posée, on l'empêchera de le faire. Madame Pacouille, je suppose que des objections seront soulevées. Donc, pour revenir sur les éléments de l'argument présenté par la défense, et cela figure au paragraphe 9 à 13, chapitre A de la requête. Alors, dans un premier temps, je dirais que les sources juridiques de la défense font référence de façon très générale à l'admissibilité des dépositions d'experts. Alors, ce témoin n'est pas considéré comme un expert, il n'en a pas les caractéristiques. Et il y a de toute façon une différence entre des témoins qui présentent un aperçu général international et des témoins experts. À savoir que le rôle d'un expert consiste à aider la Chambre de première instance à évaluer les éléments de preuve et à ne pas témoigner au sujet de faits faisant l'objet de litiges, comme cela est le cas de témoins ordinaires. Alors que ce témoin va témoigner au sujet de faits présentant un contentieux, son rôle ne consiste pas à aider la Chambre de première instance à évaluer les éléments de preuve. Ceci étant dit, il est évident que l'accusation marque son accord avec le principe suivant lequel la Chambre et le juge du fait et a le droit en tant que tel et le devoir de prendre des décisions judiciaires
au sujet de abordant des questions fondamentales lors de procès. Bien entendu, la défense a fait référence à juste titre à la décision dans l'affaire Routo, la décision 0109-0111, dépôt d'écriture 844, paragraphe 13. Et cela est indiqué dans la requête. Alors, nous sommes d'accord pour dire que ces questions fondamentales incluent des opinions au sujet de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé, ou pour ce qui est de savoir si les éléments contextuels, matériels ou mentaux des crimes reprochés sont satisfaits, respectés, paragraphe 10 de la requête et paragraphe 13 de la décision dans l'affaire Routo. Et nous sommes d'accord pour dire que ce témoin ne devrait pas répondre à des questions, ne devrait pas donner son point de vue pour ce qui est de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et pour ce qui est de savoir si les éléments contextuels, matériels ou mentaux des crimes reprochés sont respectés. Mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas poser de questions au témoin au sujet de tout ce qu'il a indiqué dans sa déclaration ou dans son rapport ou au sujet des communiqués de presse ou d'autres documents de Human Rights Watch. Nous n'allons pas non plus lui demander son opinion au sujet de questions fondamentales. Il faut savoir que les limites de la déposition envisagée de ce témoin sont énoncées dans la fiche du témoin que nous avons distribuée hier. Les listes des documents ont été distribuées hier. Comme la Chambre de première instance pourra le constater, l'accusation a par exemple limité les parties du rapport de Human Rights Watch. Ils les ont tués comme s'ils ne comptaient absolument pas. Et nous n'allons pas utiliser par exemple les dernières parties du rapport qui portent sur l'accusé. Donc, au vu des circonstances, la requête aux fins d'exclusion n'est pas fondée. Pour ce qui est de restreindre, de limiter la déposition du témoin, toute objection pourra être soulevée lorsque les questions seront posées au témoin. Et il faut savoir que toute question pourra également être posée par les parties qui n'ont pas convoqué le témoin. Pour ce qui est maintenant des paragraphes 9 à 13, la défense s'appuie sur un certain nombre de sources juridiques, de références juridiques relatives à l'admissibilité des dépositions d'experts. Dans le paragraphe 12 de la requête, il est indiqué que le témoin P369 est un témoin expert de facto parce que son rapport et ses communiqués de presse connexes ne se fondent pas ou ne se basent pas sur des événements qu'il a auquel il a assisté personnellement. Et je suppose que c'est la base qui est utilisée pour dire que toute la déposition devrait être exclue ab initio. Mais il faut savoir que il n'est pas vrai que la déposition ou les éléments de preuve du témoin P369 se fondent sur son opinion. En fait, il s'agit d'un témoin qui va parler des faits. Il se fonde pour cela sur ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, sur les visites dans les différents sites relatifs aux événements reprochés, sur ces constatations qui sont le résultat de recherches et d'enquêtes personnelles ou de ses collègues et qui incluent les auditions de témoins. Il faut savoir que la requête n'indique pas que la déposition du témoin devrait être exclue du fait ou parce qu'il fournit des éléments de preuve factuels par rapport à ses enquêtes de droits de l'homme. Alors, bien entendu, cela ne permet pas d'exclure la déposition du témoin. Vous avez la jurisprudence de cette Cour et d'autres tribunaux internationaux et qui l'indique de façon très très claire. Alors, je vais faire référence très brièvement à certaines références. Je sais que vous les connaissez parfaitement, mais je pense par exemple aux références juridiques qui visent l'admission de dépositions qui sont autres que la déposition directe orale, parce que la déposition de ce témoin va faire état de constatations qui se fondent sur les enquêtes de Human Rights Watch et de références à des auditions de témoins de la part de Human Rights Watch. Donc très très brièvement, et j'espère que les parties et les juges ont les différentes références, mais vous avez par exemple le jugement dans l'affaire Gujolo, j'aimerais faire référence à un paragraphe, le paragraphe 54 de ce jugement.
Si vous l'avez, Madame, Messieurs les juges, par opposition à l'opinion dissidente en appel, alors vous avez le paragraphe 54 qui dit ce qui suit. Le cadre défini par le statut de Rome octroie à la Chambre un certain degré de qui auront été compilés dans des circonstances très difficiles, telles que par exemple des cas de conflit armé particulièrement difficiles, alors que les personnes auront été tuées ou blessées et que les survivants ou ceux qui auront subi des préjudices ne pourront pas être retrouvés ou ne seront pas disposés pour des raisons crédibles à fournir une déposition. Et je dois dire que le jugement, bien entendu, le texte du jugement se poursuit. Paragraphe 55, il est indiqué lorsqu'il s'agit de dépositions autres ou d'éléments de preuve autres que par déposition directorale, la Chambre prend en considération les difficultés lorsqu'il sera impossible d'examiner ou de poser des questions à la personne qui au départ a fourni l'information. Le degré de pertinence et de préjudice potentiel dépendra de la nature et des circonstances de la déposition et la situation devra être prise en considération au cas par cas. Puis ensuite, il est dit la Chambre adoptera une approche circonspecte lorsqu'elle évaluera les éléments de preuve qui émanent de oui-dire anonyme. Et elle n'exclut pas que ce type de déposition ab initio sera exclu au lieu d'évaluer la valeur probante sur la base du contexte et des conditions dans lesquelles les éléments de preuve ont été obtenus et en accordant une considération à l'impossibilité qu'il existe à contre-interroger le témoin en question. Excusez-moi, il est évident que je parle beaucoup trop vite et je devrais ralentir. Je ne vais plus faire de longues citations. J'aimerais plutôt renvoyer la Chambre de première instance pour éviter de citer trop longuement la jurisprudence de la CPI. J'aimerais donc vous renvoyer au jugement dans l'affaire Katanga et dans l'affaire Bemba, qui ont d'ailleurs dégagé les mêmes conclusions. Les mêmes conclusions que la citation que je viens de lire. Et vous avez donc la liste des références que nous avons envoyées hier, mais je vous dirais qu'il s'agit pour l'affaire Katanga du document ICC 0104-0107-3436, ensuite TENG, paragraphes 88 à 90, et pour l'affaire Bemba, ICC 01 05 01 08 3343, il s'agit du dépôt d'écriture, paragraphe 238. J'aimerais également faire référence, Madame, Messieurs les juges, à un jugement que vous connaîtrez, l'arrêt dans l'affaire Gujolo, paragraphe 226 pour être plus précise, qui est cité dans le paragraphe 238 dans l'affaire Bemba. Et également, et cela est séparé mais a quand même un certain lien, j'aimerais faire référence au devoir judiciaire qui consiste à établir la vérité. Paragraphe 256 de l'arrêt dans l'affaire Gujolo. La référence étant ICC 0104 02 12, dépôt d'écriture 271 CO2R, et au paragraphe 25 et 26 de l'opinion dissidente jointe en appel, référence, il s'agit toujours de la même affaire, le dépôt d'écriture et le dépôt 271-annexe A. Il y a un certain nombre de références que nous trouvons dans la jurisprudence du TPY et du TPIR. Pour ce qui est de la jurisprudence en appel pour le TPY, j'aimerais faire référence brièvement à l'affaire Le Procureur contre Alexovski, qui figure dans les références juridiques, référence IT 95 14 /
en date du 16 février 1999. Et vous l'avez dans le document que vous avez, mais je vais maintenant citer peut envisager le fait que la personne n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire et peut également s'interroger pour savoir si les éléments de preuve par oui-dire sont des éléments de preuve de première main ou non. Puis le texte poursuit le fait que les éléments de preuve sont des éléments de preuve présentés par oui-dire ne les dénuent pas forcément de valeur probante, mais il est reconnu que le poids ou la valeur probante qui devra être attribuée à ces éléments de preuve seront moins importants que ceux qui sont accordés à la déposition d'un témoin qui a témoigné sous serment et qui a fait l'objet d'un contre-interrogatoire, même si cela peut dépendre des circonstances infiniment variables qui gravitent autour des éléments de preuve par oui-dire. En cas de plainte relative à une erreur du fait que la partie adverse ne peut pas déterminer si ne peut pas poser de questions parce que la personne à laquelle la déclaration par oui-dire est attribuée ne peut pas venir témoigner. Il s'agit du paragraphe 19 que je vais d'ailleurs paraphraser. La Chambre d'appel constate que point n'est besoin d'importer les règles parfois extrêmement sophistiquées des juridictions nationales eu égard à la disponibilité des témoins dans la pratique du tribunal qui n'est pas tenu de respecter ce type de règles. Au lieu de cela, l'objectif des règles internationales applicables est de promouvoir la célérité et l'équité du procès et les chambres de première instance doivent avoir la souplesse nécessaire pour parvenir à cet objectif. J'en ai terminé avec mes citations. Le juge président, oui. Vous savez, il y aura célérité du procès si vous êtes plus brève et vous parlez moins. Madame Pack, tout à fait. Je vais me limiter à 5 minutes, mais en fait, je voulais aborder les éléments bien précis que l'on voit, que l'on trouve dans la requête. Ce que j'entends, bon, c'est que j'ai fait valoir une position générale, mais il y a des aspects bien précis. Alors, j'aimerais en fait en venir à l'utilisation de certains termes par le témoin. La défense fait valoir au paragraphe 7 et 12 que le témoin P369, lorsqu'il dit que les éléments de preuve sont corroborés, usurpe le rôle de la Chambre de première instance. En fait, il s'agit d'éléments de preuve qu'il a lui-même compilés, non pas des éléments de preuve dont est saisie la Chambre de première instance, parce que ça, c'est du ressort de la Chambre de première instance, bien entendu. Il est également indiqué que le témoin a indiqué que certains actes correspondaient à des crimes. Cela est indiqué au paragraphe 15. Le juge président, oui, mais le problème, voyez-vous, c'est que il faut établir quand même un juste équilibre entre la cadence. Enfin, nous sommes tout à fait, vous savez, nous sommes professionnels, madame. Nous sommes tout à fait informés de ces différents aspects. Je voulais le dire, madame Pacou, monsieur le président. Mais en fait, bien entendu, il y a votre propre décision en matière d'admissibilité et son paragraphe 16 l'indique de façon très très claire. Vous êtes des juges professionnels, vous avez tous les éléments de preuve, mais pour ce qui est des aspects bien précis, j'ai dit que le témoin ne va pas fournir une opinion au sujet des questions fondamentales. Et puis pour que cela soit bien clair, le témoin, et cela figure au paragraphe 15 de la requête, est particulièrement bien placé pour indiquer, pour dégager des constatations eu égard aux groupes qui ont été attaqués, au sujet de ce que M. Blégoudet a dit le 25 février 2011, au sujet de sa conclusion suivant laquelle individuelle. Et Monsieur le Président, alors je sais que je n'ai plus beaucoup de temps et j'entre trop dans les détails, mais j'aimerais quand même rapidement aborder la question de la partialité, parce que c'est une allée individuelle. Et Monsieur le Président, alors je sais que je n'ai plus beaucoup de temps et j'entre trop dans les détails, mais j'aimerais quand même rapidement aborder la question de la partialité, parce que c'est une allégation qui n'est pas fondée. Human Rights a suivi une enquête, ou a effectué plutôt une enquête impartiale et indépendante et n'a fait preuve d'aucun
qu'une partialité. Deuxièmement, toute partialité supposée n'est pas une base permettant d'exclure la déposition du témoin. Je pense que la Chambre sera à même de déterminer le poids à accorder à la déposition de ce témoin. Et puis il y a d'autres allégations spécifiques qui sont évoquées par la partie qui ne convoque pas le témoin. Et je pense que cela pourra être abordé par la Chambre. La représentation légale des victimes. Maître Massida, bonjour Monsieur le Président. J'ai 4 arguments à développer. Je ne vais pas répéter les arguments qui ont déjà été développés par l'accusation. Le Président, très bien. Maître Massida, je vais sauter certains points que je voulais souligner. D'abord, s'agissant du témoignage de 361 et du fait qu'il devrait ne pas être considéré comme admissible, nous allons fournir notre avis là-dessus. La défense estime que cela n'est pas pertinent l'argument est le suivant. La défense estime que sa déposition n'est pas essentielle pour la détermination de la vérité dans cette affaire. À cet égard, il est vrai que, comme l'a dit la défense dans sa requête, que la nouvelle directive, paragraphe 23, précise que les parties appelant le témoin devraient s'abstenir de demander au témoin de fournir un avis dans le cadre de sa déposition. Et d'après nous, cela signifie que les questions ne sont pas admissibles si elles exigent du témoin de fournir des conclusions, des impressions ou des opinions s'agissant de questions de faits dont il a été témoin. Cela étant, la Chambre a déjà précisé que les questions sont admissibles si elles tendent à comprendre les faits tels qu'ils ont été perçus par le témoin ou tels qu'ils ont été entendus par le témoin. Cette décision a été la même où la Chambre a régulièrement adopté cette position. Je ne vais pas donner toutes les références. Transcription 21 du 14 mars 2016, page 50, ligne 19 à 21. De plus, la Chambre a déjà statué sur la question. Elle a déjà déclaré qu'il s'agit de personnes ayant des connaissances générales des faits qui, de notre avis, est le cas s'agissant du P361. P361, et j'aborde là maintenant mon deuxième argument, P361 et son témoignage se rapporteront généralement à la liste d'éléments censés être abordés par le témoin telle qu'elle a été présentée par l'accusation, s'agissant de faits qu'il a perçus dans le cadre des enquêtes. Il témoignera de façon limitée sur des enquêtes menées s'agissant des faits qui font l'objet des charges. Donc nous ne savons pas en quoi cela ne pourrait pas être pertinent pour la détermination de la vérité par la Chambre s'agissant des 5 incidents. Je serai très brève. Nous sommes tout à fait d'accord avec le bureau du procureur pour dire que le P369 devrait être considéré comme un témoin des faits ayant une connaissance générale des crimes dont la Chambre a à connaître, car il a visité les lieux de crime, il a parlé à des témoins et a rédigé un rapport. Et à cet égard, il peut être interrogé à ce titre-là. À cet égard, nous estimons également important, comme l'a indiqué le procureur, de préciser que les éléments de preuve par oui-dire ont déjà été admis par cette Cour. En effet, le juge Henderson, dans son opinion dissidente, s'agissant de la décision relative à la requête de l'accusation afin de protéger les sources de P369, a également indiqué que les éléments de preuve par oui-dire ne sont pas inadmissibles en soi devant la Cour. Notamment, et c'est le cas en l'espèce, quand le témoin que pourrait éventuellement avoir ce témoignage, parce que Human Rights Watch a un préjugé envers M. Blegoudé. Nous estimons que ce témoignage ne sera pas partial, parce que le rapport
fait référence aux crimes qui auraient été commis par les sympathisants de Ouattara. Le témoignage de P369 constitue simplement un avis personnel s'agissant des événements survenus en Côte d'Ivoire, et le simple fait que la déclaration de P369 et le rapport donnent une lecture différente de celle de M. Blé-Goudé n'en fait pas forcément un témoignage ou un rapport inadmissible. À cet égard, la Chambre a déjà précisé, je vais citer, la détermination de l'admissibilité et de la pertinence lors de la présentation d'un élément de preuve pourrait s'avérer nécessaire et approprié dans un système où la détermination des faits relève d'un jury. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Les décisions sont prises par des juges professionnels et non pas par un jury. Et donc, je citais votre décision relative à la présentation et à l'admission des éléments de preuve du 29 janvier 2016, numéro 505, paragraphe 16. Même si l'on estime que le témoin P369 ne peut pas être considéré comme un témoin des faits, mais un témoin expert, nous avançons néanmoins que le rapport ne doit être déclaré inadmissible que si il ne comporte pas des indices de fiabilité et qu'il ne soit pas probant, qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Je m'adresse maintenant à la défense. Maître Altit, je suppose que c'est vous qui allez commencer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je voudrais au préalable faire une remarque de nature procédurale. La Chambre, dans sa décision du 29 janvier 2016, qui a été citée tout à l'heure, sur l'admission de la preuve, indiquait qu'elle n'étudierait la recevabilité des éléments de preuve qu'à la fin du procès. C'est vrai. Elle notait néanmoins que dans des circonstances appropriées, elle pourrait se prononcer plus tôt. C'est dans le dispositif de la décision qui a été citée tout à l'heure, la décision 405 du 29 janvier 2016. Je n'y reviens pas, nous la connaissons tous. La défense estime qu'il est justifié d'examiner l'admission du témoignage de P369 dès à présent, en ce que le témoin aborde plusieurs aspects du mémoire préliminaire du procureur et que conserver l'incertitude sur l'admission ou pas de ce témoignage ne pourrait qu'avoir un impact sur un certain nombre d'autres témoignages. Régler la question immédiatement permettrait aux parties de savoir à quoi s'en tenir et de s'organiser en conséquence. Par ailleurs, décider de l'admission avant la fin du procès est ici nécessaire. Car, puisque le témoin, contrairement à la plupart des témoins, touche quasiment à la totalité du mémoire préliminaire du procureur, le report de la décision sur l'admission, à la fin du procès, obligerait la défense à consacrer une partie importante de ses soumissions finales à répondre et à contester les affirmations de P369, alors qu'une décision anticipée pourrait permettre d'accélérer la procédure. Je voudrais ajouter que le principe de la libre évaluation de la preuve ne signifie pas qu'il ne doit pas exister un cadre juridique dans lequel cette évaluation s'opère. Plus particulièrement, il doit exister des règles claires
qui permettent aux parties de savoir à quoi s'en tenir en ce qui concerne l'admission, mais aussi plus tard la pertinence des éléments de preuve. L'évaluation, simplement au cas par cas, sans aucune ligne directrice, ouvre la porte à un risque d'arbitraire naturellement. Cela posé, la défense de Laurent Gbagbo souhaite présenter un certain nombre d'observations qui permettront à la Chambre de disposer de toutes les informations utiles pour parvenir à une décision éclairée concernant l'admission ou non du témoignage de P369. Et, Monsieur le Président, je vais m'efforcer de ne pas de présenter mes observations dans un laps de temps le plus raisonnable possible. Je pense en avoir terminé en une vingtaine de minutes, peut-être même un peu moins. Je vais essayer de synthétiser. In writing, you mean? Pardon? In writing. Le juge président, par écrit, vous voulez dire? Non, non, non. Pour que votre chambre puisse s'organiser, comme nous sommes un peu, comme nous n'avons pas beaucoup de temps parce que les parties ont eu beaucoup à dire, je voulais simplement vous préciser le temps que j'allais utiliser. Je pense ne pas dépasser une vingtaine de minutes. C'est pour que vous puissiez et que nous puissions tous nous organiser. C'est tout. Ok. Le président, bien. Le président, oui, oui. Poursuivez. Je crois qu'il serait mieux que vous n'en disiez pas trop non plus, mais allez-y, allez-y. L'accusation a déjà disposé de son temps, alors allez-y vous aussi. Mieux, compte tenu du temps qui nous a été laissé, voilà, je ne peux pas faire plus. Alors, cela posé, je voudrais d'entrée de jeu dire que pour la défense, P369 ne peut être considéré ni comme un témoin, ni comme un expert. Premièrement, il est important de bien comprendre qui est le témoin P369. C'est un chercheur, cela a été rappelé tout à l'heure, appartenant à une ONG présente dans plusieurs pays. Il s'est rendu pendant la crise à de très rares reprises à Abidjan. Plus précisément, il s'y est rendu à 4 reprises, pour des périodes ne dépassant jamais quelques jours. De l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il a rédigé un certain nombre de rapports au nom de l'ONG dont il est membre. Il a rédigé ces rapports sur la base des entretiens qu'il aurait eus avec un certain nombre de témoins ou de personnes lui ayant rapporté des bruits ou des rumeurs. C'est uniquement à partir de ce matériel, obtenu en quelques jours, qu'il a rédigé les rapports présentant la position officielle de son organisation. Il est intéressant de noter qu'à aucun moment le témoin n'était sur place, à aucun moment, lors de la survenue d'événements ayant ensuite fait l'objet des rapports. Il n'était pas non plus sur place lors de la survenue des incidents dont il est fait mention dans le mémoire préliminaire du procureur. Par conséquent, cette personne ne peut être considérée comme un témoin des faits au sens habituel du terme. Il ne fait jamais que relater ce qui lui aurait été raconté par d'autres. Il faut noter qu'une partie importante des entretiens a été menée par téléphone, alors que le témoin ne se trouvait pas dans le pays,